Bienvenue sur le podcast La productivité décomplexée. Moi c'est Sophie, la complice des salariés qui souhaitent allier bien-être et productivité au travail pour eux-mêmes ou leur équipe. Si aujourd'hui tu as l'impression de courir après le temps sans jamais avancer, que tu culpabilises de ne pas réussir à tout faire, que tu te demandes mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi, que tu ne te sens pas à la hauteur, alors tu es au bon endroit. Ici on parle d'efficacité certes, mais d'efficacité sereine. On n'est pas là pour en faire plus, toujours plus, mais pour alléger sa charge mentale et retrouver du plaisir au quotidien. Chaque épisode est un petit coup de pied aux fesses bienveillant qui t'invite à repenser ta relation au temps et à réécrire les règles de l'organisation. Alors, est-ce que tu es prête à dire bye-bye aux diktats, aux injonctions malsaines, aux idées reçues et aux préjugés en tout genre ? Alors je t'embarque sans plus attendre avec moi dans l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, on va chercher à comprendre pourquoi tu n'arrives pas à tenir tes bonnes résolutions. Et oui, on arrive sur la nouvelle année. Comme à chaque fois, toi aussi, tu vas te prêter au jeu et prendre des résolutions. Ça peut être perdre du poids, arrêter de fumer, se mettre au sport. Mais comme à chaque fois, tu vas commencer l'année au taquet jusqu'à ce que la procrastination pointe le bout de son nez. Et ce, malheureusement, assez vite. Bah oui, je te connais, faut pas me la faire à moi. Je te rassure, t'es pas la seule. Il y a une étude qui a été menée par le psychologue John Norcross et son équipe, début d'année 2000, qui a suivi 200 personnes qui ont pris des résolutions au Nouvel An et ils les ont suivies sur une période de 6 mois. Après une semaine, 77% des résolutions étaient encore maintenues. Après un mois, ça tombait direct à 55%. Et alors, après 6 mois, il y avait seulement 46% des personnes qui continuaient à tenir leurs résolutions. Alors, comment on fait pour se motiver sur la durée et réellement réussir à atteindre les résultats, faire partie de ces personnes qui arrivent au 31 décembre fiers de leur année. Et bien, je vais justement te partager dans cet épisode les obstacles qui t'empêchent de rester motivé et de passer à l'action. Et en fait, j'en ai identifié 2 types. Les obstacles liés au fonctionnement du cerveau et les obstacles liés au comportement humain. Mais avant de se plonger au cœur de l'épisode, je t'invite à un atelier afin de préparer comme il se doit l'année 2025. Après un rapide bilan de l'année 2024, je t'accompagne à définir l'année à venir en évitant justement tous les obstacles dont je vais te parler. C'est totalement offert, j'ai prévu 3 dates pour faciliter ta participation. Alors, si tu veux faire de cette année ton année, eh bien je te laisse nous rejoindre via le lien de description dans la description de cet épisode. J'ai trop hâte de t'y retrouver. Et donc sans plus attendre, on commence par les obstacles liés au fonctionnement du cerveau. Et le premier, c'est la pression sociale. Parfois, on prend des résolutions parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est ce que la société attend de nous, et non parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, parce qu'on y tient réellement. Et donc au final, quand on fait ça, il n'y a pas réellement de sens autour de cette bonne résolution, et donc forcément, à un moment donné, on l'abandonne. L'exemple classique, c'est de perdre du poids. On se dit, ouais, il faut que je maigrisse parce que malheureusement, la société, encore aujourd'hui, elle est assez dure là-dessus par rapport au poids et au corps en général. Un autre exemple, c'est aussi des femmes qui, pendant des mois, des années, essayent d'arrêter de fumer sans y arriver. Mais par contre, dès qu'elles sont enceintes, c'est direct, elles y arrivent. Donc tu vois qu'il y a vraiment une motivation différente selon si c'est vraiment pour toi ou pour les autres que tu le fais. Évidemment, ça peut aussi faire pire, c'est-à-dire que ça peut créer du stress à vouloir respecter les dictats de la société, les injonctions malsaines, etc. C'est vraiment, tu peux avoir une pression très forte sur tes épaules qui fait que finalement, t'es oppressé et t'abandonnes, t'arrives même pas limite à t'y mettre. Et évidemment, tu culpabilises parce que tu n'y arrives pas. T'es pas forcément aidé avec l'avènement des réseaux sociaux qui justement diffusent un petit peu tous ces messages, toute cette pression là-dessus. Donc voilà, quand on prend une bonne résolution pour les autres et pas pour soi, ça fonctionne pas. Le deuxième obstacle, c'est les échecs et les croyances limitantes du passé. Si tu as eu par le passé des expériences négatives, ça peut nuire à ta confiance en toi. Si tu as déjà essayé de prendre des bonnes résolutions et que tu n'y es pas arrivé, tu es dans forcément un cycle autour du doute, du manque de confiance en toi. Tu crées des croyances sur le fait que cette fois-ci, tu n'y arriveras pas non plus. De toute façon, tu es comme ça, tu es incapable de changer, etc. avec tout le côté malsain qui va avec. Et donc forcément, ça nuit à ta motivation et t'abandonnes avant même de commencer. Le troisième obstacle, et celui-là je l'aime bien, c'est la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est la contradiction entre nos croyances et nos comportements.
ça crée en fait une tension intérieure quand nos actions ne sont pas en adéquation avec ce qu'on sait être bon pour nous. Voilà, tout le monde sait que faire du sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le mental, et pourtant, il y a des personnes qui n'en font pas. Et donc ça crée donc cette fameuse dissonance cognitive, ce qui fait que le cerveau, lui, il cherche des excuses, des fausses excuses pour justifier cette incohérence. C'est les fameux « j'ai pas le temps, j'ai pas l'équipement qu'il faut », etc. Donc, ce qui est bien dans ce comportement, c'est que ça permet un petit peu de réduire cet inconfort mental où tu sais que tu devrais, mais tu fais pas. Par contre, ça empêche de passer à l'action parce que justement, tu as ces fausses excuses qui te mettent dans cette situation de du coup, c'est bon, j'ai pas besoin de changer, j'ai pas besoin de bouger. Un autre obstacle aussi, c'est la résistance au changement. Les habitudes, c'est le confort, la sécurité. Changer, c'est prendre un risque et ça nous fait nous sentir en danger. Et ça, en fait, ça vient de la préhistoire, ça vient de notre cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien, où pour survivre, il fallait avoir toujours les mêmes routines. Dès qu'on s'aventurait dans des contrées qu'on ne connaissait pas, dans des habitudes, dans des routines qu'on ne connaissait pas, on risquait de se faire bouffer à n'importe quel moment par un mammouth ou un tigre. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus réellement le cas. Mais notre cerveau, il a gardé ce « ok, moi, je suis dans le confort quand j'ai mes petites habitudes, j'ai ma petite routine, je sais comment ça va se passer, je suis rassurée. Par contre, si je dois changer, j'ai un énorme pas à faire et même un état d'esprit à changer pour y arriver. » Donc forcément, arrêter des habitudes, et même si on s'en efface, on parle de zone de confort, mais on devrait appeler ça zone de connu, parce que c'est pas forcément confortable la situation où on est, mais c'est quelque chose qui est connu, et donc ça nous rassure. Et forcément, donc je disais, arrêter une habitude qui est même néfaste, mais qui est hyper bien ancrée dans son quotidien, c'est difficile. Et même si on sait intellectuellement que ça serait bénéfique de changer. Et à ça, tu rajoutes le combat entre les besoins assouvis, entre une habitude et une autre. Maslow, tu as sûrement peut-être déjà entendu parler de lui, c'est lui qui a créé la pyramide des besoins. Et lui, il explique que tout changement d'habitude vient supplanter un besoin déjà comblé. Si tu as une habitude, même néfaste, c'est qu'elle répond à un de tes besoins. Et donc forcément, quand tu remplaces cette habitude par une autre, tu dois compenser le besoin que cette ancienne habitude avait. Je te donne un exemple. Tu as décidé de faire du sport et du coup, tu veux te lever plus tôt. Sauf que du coup, te lever plus tôt, ça implique de sacrifier une partie de ton sommeil. Or, je pense que tu le sais, le sommeil, c'est un besoin physiologique fondamental. Et le sport, lui, c'est plutôt dans un besoin d'accomplissement de soi. Ce qui fait que tu as une tension entre ces deux besoins de sommeil et d'accomplissement de soi et de faire du sport. Et donc, ça n'aide pas, évidemment, le changement d'habitude. Enfin, dernier obstacle lié au cerveau, c'est le fait de ne pas avoir de résultats à court terme. Souvent, les bonnes résolutions, ça nécessite du temps. Reprendre le sport, arrêter de fumer complètement, etc. Sauf que l'humain, lui, il veut voir les choses avancer parce qu'en fait, ça permet de sécréter une hormone qu'on appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et forcément, l'humain a une dépendance à cette hormone du plaisir, à la dopamine. Et donc, plus il sécrète cette dopamine en faisant quelque chose, plus il voudra continuer. Mais si il change ses habitudes avec toutes les contraintes que je viens de t'expliquer, mais qu'en plus, il ne voit pas l'intérêt, il ne voit pas les résultats, il ne voit pas l'avancement, il ne sécrète pas cette dopamine, pourquoi ? Je te donne un exemple. Moi, je me suis fait accompagner par une diététicienne pour faire un rééquilibrage alimentaire, perdre du poids. En vrai, la diététicienne, elle ne m'a pas donné des conseils révolutionnaires. Je veux dire, théoriquement, je savais ce qu'il fallait faire. Manger plus de légumes, manger moins de féculents, faire attention aux protéines, etc., etc. Mais le fait, d'une fois par mois, avoir ce suivi avec elle et me peser, qu'elle prenne mes mensurations et voir qu'il y avait des choses qui avançaient, c'était quand même beaucoup plus motivant que si j'avais fait toute seule sans regarder ça. Bon, il y avait aussi autre chose qui rentre en compte et on en parlera tout à l'heure, qui est que j'avais un peu quelqu'un à rendre des comptes. Mais voilà, ce côté, je suivais mensuellement mes avancées, je voyais que j'arrivais vers mes objectifs, forcément derrière, bim, j'étais à fond et j'étais reboostée. Donc, sécrétion de dopamine qui ne se fait pas si on ne voit pas de résultats à court terme. Et comme je disais, souvent les bonnes résolutions, déjà on ne met pas de deadline et surtout, c'est sur un an, quoi. Avant de continuer, si le début de cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou un petit pouce en l'air si tu es sur YouTube. Ça me fera énormément plaisir, ça montrera
que ce que je fais te plaît et ça aidera aussi d'autres salariés débordés, fatigués à découvrir la productivité décomplexée. Donc, un grand merci pour ça. On continue tout de suite, du coup, avec cette fois-ci les obstacles liés au comportement humain. Le premier obstacle, c'est que souvent les objectifs, ils sont vagues et non spécifiques. Les bonnes résolutions, c'est quelque chose de très haut niveau. Prendre soin de soi, se remettre au sport, être mieux organisé. Souvent, c'est des idées générales, il n'y a pas vraiment de définition précise. Et du coup, c'est compliqué de voir concrètement le résultat attendu et les actions à mener pour y arriver. Et pire, en fait, ça peut nous faire voir ça comme une montagne impossible à gravir. C'est énorme, je ne vais même pas y arriver, avec ce sentiment un peu d'écrasement, d'être submergé par tout ce qu'il y a à faire pour y arriver. Et donc, en fait, on ne se sent pas capable, on n'essaie même pas, on procrastine, on abandonne avant même de commencer. Il y a une étude de l'université de Scranton qui a montré que les personnes qui formulent des bonnes résolutions, des objectifs spécifiques, elles sont 10 fois plus susceptibles de les réussir. Et c'est quand même incroyable de se dire, 10 fois plus susceptibles, c'est quand même énorme. Et voilà, juste le fait de rendre les choses concrètes, mesurables, actionnables, bim, forcément, ça facilite la mise en mouvement. Donc, premier obstacle, cette notion un peu vague des bonnes résolutions. Ensuite, et j'en ai un petit peu parlé, l'autre obstacle, c'est le manque de planification. Comme ces bonnes résolutions, elles sont assez haut niveau, elles ne sont pas du tout concrètes, c'est un petit peu une envie, un rêve, on ne peut pas mettre de plan d'action concret pour atteindre ces objectifs. Et donc forcément, quand on n'a pas de résultats clairs à atteindre et qu'on ne sait pas comment y arriver, c'est hyper facile de se décourager et de se perdre là-dedans. Par exemple, quelqu'un qui veut lire plus, c'est sa bonne résolution, je veux lire plus. Ok, mais déjà, combien ? Le point précédent, il faut rendre les choses concrètes et spécifiques. Ça veut dire quoi, lire plus ? C'est lire plus de livres, c'est lire plus en temps, c'est lire plus en pages, ça veut dire quoi ? Et surtout, comment est-ce que tu fais pour lire plus ? Comment tu l'inclus dans ta journée ? Est-ce que tu te lèves un peu plus tôt le matin pour lire ? Est-ce que le midi, tu t'écourtes un petit peu ta pause déj et tu en profites pour lire quelques pages ? Est-ce que c'est le soir avant de te coucher ? Est-ce que c'est dans les transports en commun ? Bref, comment tu vas arriver à lire plus ? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour lire plus ? Et donc forcément, quand on n'arrive pas à avoir des actions concrètes à mettre en place, forcément, on n'atteint pas ses objectifs et donc ses bonnes résolutions. Et à l'inverse, l'autre obstacle, c'est la rigidité. C'est-à-dire que, ok, on peut avoir une planification, mais il faut aussi être flexible. Par exemple, une personne, elle est censée faire du yoga tous les matins, elle se lève une demi-heure avant, elle fait sa séance de yoga, elle est au taquet. Pas de bol, il y a une semaine où, elle est malade. Pendant 3-4 jours, elle n'est pas bien, elle est malade. Du coup, elle arrête complètement. Et après, une fois qu'elle a arrêté, pour reprendre, c'est compliqué. Et donc, bim, elle abandonne. Ce qu'elle aurait pu faire, c'est peut-être du coup adapter, soit en diminuant le temps de yoga, parce qu'il faut évidemment prendre en compte son énergie, sa santé. Le but, c'est pas de s'obliger à faire ça. Donc, elle aurait pu, au lieu de faire une demi-heure, faire rien que 10 minutes, un quart d'heure. Ou alors, elle remplace aussi par une activité moins physique. La méditation, la lecture, mais en tout cas, elle garde un petit peu cette activité. Donc, il y a aussi ce côté de trop rigide. Si je le fais pas, si je m'arrête, si je peux pas le faire, c'est mort. Ce qui m'amène à mon l'obstacle suivant, qui est l'autoflagellation lors de la rechute. Souvent, quand on rechute, on mange un repas gras, alors qu'on était censé faire attention, on repasse 1 heure à scroller les réseaux sociaux alors qu'on voulait être hyper productif et ou diminuer le temps sur les écrans. Là, on se dit, ok, non, ça y est, c'est foutu, de toute façon, j'arriverai jamais, ça me saoule, qui foutu pour foutu, tant pis, j'abandonne, etc., etc. Et donc, il y a cette autoflagellation, cette culpabilité, ce ras-le-bol, et on abandonne, de toute façon, je viens déjà de cramer le truc. Sauf qu'en fait, ces phases de rechute, elles sont normales, elles font partie du processus. Si je prends des choses un petit peu plus grands, on va dire, par exemple par rapport à l'alcoolisme, lorsque on est accompagné pour se sevrer, si on retombe, on le sait que ça peut arriver et on sait que ça fait partie du process et que on repart après sur de bonnes bases. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on rechute, encore une fois à plus ou moins grande échelle, le but, c'est pas de se dire « Ok, j'ai rechuté, c'est fini, j'abandonne ». Non. Le but, c'est de prendre du recul, de s'observer, de se demander ce qui explique la rechute. Et souvent, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un besoin qui devait être comblé par cette mauvaise habitude, par
cette chose que vous avez faite. Et donc, la question c'est quel besoin j'ai voulu combler en repartant sur ces mauvaises habitudes ou ce mauvais comportement, et comment est-ce que la prochaine fois, je peux le combler autrement. Il y a forcément une raison, vous n'êtes pas juste un cas désespéré, une personne qui n'a aucune motivation, aucune discipline. Non, vous avez un besoin, vous l'avez assouvi, le besoin est légitime, ça on ne va pas le remettre en cause. C'est la façon dont vous avez de l'assouvir qui peut être changée en fonction de est-ce que c'est nocif ou pas pour vous et de ces fameuses bonnes résolutions. Juste pour info, il y a une étude qui a été conduite par une personne qui s'appelle Philippa Lally à l'université College London, qui du coup a examiné comment est-ce qu'une habitude, ça se forme et combien de temps il faut pour ancrer une nouvelle habitude, un nouveau comportement, pour que ça devienne vraiment un réflexe, que ça devienne automatique. Eh bien, il faut en moyenne 66 jours pour qu'un nouveau comportement devienne une habitude. Donc déjà, c'est une moyenne, ça peut être plus ou moins compliqué selon le comportement, mais le message, c'est que tu vois bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain, que c'est normal que si tu souhaites demain faire du sport, manger moins gras, boire plus d'eau, etc., c'est pas quelque chose qui va prendre une journée et puis bim, tu vas te le dire, ton cerveau il va te le dire et tu vas l'arriver. Non, ça prend du temps et c'est normal que des fois, ce soit pas totalement OK et ce soit pas totalement fait tous les jours, tout le temps. Donc voilà, déculpabilisation aussi de ça, si on rechute, c'est pas grave. Et souvent, malheureusement, on se dit j'ai rechuté, c'est bien, c'est bon. Et enfin, dernier obstacle, c'est l'absence de soutien social. Même si on les partage avec les autres en début d'année, c'est la question, alors c'est quoi ta bonne résolution de cette année, alors qu'est-ce que tu as envie cette année, etc. Les bonnes résolutions, c'est quand même souvent un engagement envers soi-même. C'est quelque chose que l'on prend pour soi, envers soi. Donc, il y a moins de responsabilité. Vous n'avez pas à rendre des comptes à quelqu'un. Au pire, dans quelques mois, on va faire une vanne sur tu devais pas faire ça, ou si, t'avais pas dit que t'allais moins boire d'alcool, t'avais pas dit que t'allais faire ceci, sous le ton de l'humour, mais après, voilà, sans plus. Du coup, c'est plus facile, malheureusement, d'abandonner, en fait, de laisser de côté parce qu'il n'y a que vous d'impliquer. Il n'y a personne d'autre qui compte sur vous pour faire quelque chose. Et malheureusement, je dis pas que c'est normal, mais malheureusement, souvent, on ne se met pas en prio. Et quand on n'a pas des personnes qui sont derrière nous, qui comptent sur nous, qu'il n'y a que nous qui comptons sur nous, malheureusement, c'est plus facile de se faire passer après. Il y a une étude qui a été publiée dans le journal Addiction de l'Université de Tel Aviv qui a trouvé que même si les médicaments qui aident à réduire le tabagisme, donc à arrêter de fumer, ça aide à diminuer justement les cigarettes et à arrêter de fumer, les combiner avec des groupes de soutien, des groupes de travail, ça améliore carrément le taux de réussite. Donc, s'engager envers quelqu'un, faire quelque chose avec quelqu'un en duo, ça aide beaucoup plus. C'est pourquoi, la plupart du temps, on invite les personnes, par exemple, si vous voulez vous remettre au sport, vous demandez à votre copine d'aller aussi avec vous à la salle ou à la danse. Quand on va faire ceci, on se challenge à plusieurs pour y arriver. C'est normal, c'est l'effet de groupe et le fait de rendre des comptes. Donc, le dernier obstacle, c'est quand on est seul face à sa bonne résolution. Donc avec cet épisode, en fait, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que ne pas tenir ses bonnes résolutions, c'est, entre guillemets, normal. Il y a des facteurs physiologiques, psychologiques, sociologiques qui font que c'est normal et que ça entre en compte dans le fait de ne pas réussir à tenir ses bonnes résolutions. Mais heureusement, c'est pas une fatalité, j'ai pas fait cet épisode juste pour te déprimer et te dire tu ne tiendras jamais tes bonnes résolutions, c'est mort, arrête, ça sert à rien, pas du tout. Au contraire, l'année qui arrive, elle pourrait être totalement différente. Donc, je te rappelle que je t'invite à un atelier pour préparer ensemble 2025. Donc, au programme, recul sur 2024, définition des objectifs pour 2025, priorité pour 2025 et mise en place d'un réel plan d'action. Donc, rejoins-nous vite via le lien d'inscription que j'ai mis dans la description. Je suis tellement impatiente, j'ai trop hâte de t'y retrouver. Et c'est ainsi que se termine cet épisode. Si t'as aidé, si t'as reboosté, alors n'hésite pas à le partager à tes collègues pour qu'eux aussi puissent découvrir l'efficacité sereine. Moi, j'ai adoré partager ce moment avec toi. Je te dis à très vite et en attendant, prends bien soin de toi.